Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com, vous qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à La Réunion, à Mayotte, également en Guadeloupe, en Guyane, en France et en Martinique, bonsoir. Bienvenue dans ce 100% politique. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Philippe Petit. Philippe Petit est président de l'UDEM, l'Union des démocrates et écologistes de Martinique. L'Union des démocrates et des écologistes de Martinique, l'UDM. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, l'UDM. On dit l'UDM. D'un coup, l'UDM. Très bien. Vous êtes président de l'UDEM. Et vous êtes candidat. Je vais même pas dire bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir aux téléspectateurs de KMT. Et merci, M. Roland-Larouché, de m'inviter quand même que je sois au moins poli avant d'être candidat. Ah ouais, vous m'impressionnez tellement, parce que comme vous allez vous présenter au présidentiel, je suis forcément un peu impressionné. Et, ah là là, pourtant j'ai une grande expérience. Hein. Ben, c'est pas grave. Donc... je vous pardonne. Me pardonnez. Vous êtes candidat, vous essayez d'être candidat au présidentiel. Je suis candidat à la candidature présidentielle comme n'importe quel citoyen français a le droit de l'être. Ce n'est pas un privilège, c'est la loi du 6 novembre 1962 qui indique que dès lors que vous êtes majeur, dès lors que vous avez vos droits civiques, vous pouvez être candidat. Au début, jusqu'en 1974, je crois que c'était 100 signatures seulement d'élus. Et comme on a vu qu'il y avait peut-être un petit peu trop de candidats, je n'ai pas regardé mes statistiques, mais je crois que c'était monté à 17 par là, on a mis la barrière un petit peu plus haut et c'est maintenant 500 parrainages d'élus qui sont issus de 30 départements obligatoirement. Donc, vous pouvez avoir les 500 parrainages dans 29 départements, vous n'êtes pas considéré comme éligible à la candidature, puisqu'il faut les 30 départements. Et on a mis un deuxième barrage. Aucun département ne peut procurer plus de 50 parrainages. Ce qui veut dire que ce n'est pas évident d'avoir effectivement ces 500 parrainages, et c'est pour ça qu'on l'a fait. C'est donc l'apanage des grands partis politiques nationaux, plus quelques partis qui sont là depuis le début du suffrage universel, depuis les années 60, qui effectivement ont maillé la France avec un réseau d'élus qui leur permet de trouver des parrainages. Et puis il y a une exception de temps en temps qui échappe à la règle, mais en principe c'est seulement les grands partis nationaux ou ceux qui ont déjà, à travers les syndicats, un certain nombre de correspondances dans les départements hexagonaux. Je vous regarde là. Vous êtes physiquement, vous êtes un mulâtre. Oui, vous m'aviez déjà posé cette question. Alors, on va faire une petite définition. Il y a métis, mulâtre, tout ce que vous voulez. Le mulâtre étant, sur le dictionnaire Larousse, le fils d'un blanc et du noir, ou d'un noir et d'une blanche. Mon père est noir, ma mère est blanche, donc je suis un mulâtre. Mes fils, de temps en temps, me demandent qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que nous sommes, etc. Alors, je suis allé chercher dans le dictionnaire, grand nom Baronte, et je leur dis que comme Papy Pierrot, père à son âme, était déjà lui-même mélangé, donc on pourrait dire qu'il était un mulâtre, donc je serais issu d'un mulâtre et d'une blanche, donc sur le dictionnaire, je serais un carteron. Est-ce que le mot carteron vous convainc, monsieur Larouché, et est-ce que ça vous gêne que je sois carteron, métis ou mulâtre? En quoi cela va changer votre intérêt vis-à-vis de moi? C'est parce que si vous êtes candidat à la plus haute fonction de l'État, la présidence, c'est parce que vous êtes rendu compte que la Martinique a déjà procuré à la France une impératrice, Joséphine de Beauharnais, qui était une créole, une béquée. La Martinique a produit un homme en culture, un homme exceptionnel qui est Aimé Césaire. Et puis il y a Patrick Changeau qui est le prix Goncourt, le prix français le plus prestigieux. Donc vous avez maintenant envie que les mulâtres, les prix Carteron m'a demandé les mulâtres, que les mulâtres à leur tour apportent quelque chose à la France. Est-ce que je me trompe? Vous faites de la psychologie et vous avez raté votre fonction en dehors. C'est pas vous avez raté, vous faites très très bien le journalisme, mais vous auriez pu faire carrément du journalisme d'investigation psychologique, et à la Martinique particulièrement, parce que nous avons besoin dans ce décorum de bons psychiatres pour pouvoir décrypter l'esprit martiniquais qui est assez spécial, il est vrai. Alors, je ne pose pas une candidature par rapport au fait que je ne sois pas béqué ou que je ne sois pas noir, ou nègre, comme dirait Césaire,
ou que je sois mulâtre ou carotteron, je pose une candidature parce que la Martinique est un tournant, et c'était l'opportunité pour moi aussi, un tournant de ma vie approchant des 70 ans, de dire tiens, on pourrait tenter ça parce que, comme dirait le premier psychiatre Fanon, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Et je me suis dit que tant qu'à faire, ma mission était de porter un éclairage à un certain nombre de Martiniquais, et peut-être à l'Hexagone aussi, si je réussis à avoir ces 500 signatures, pour dire que nous faisons effectivement la contribution, ce que vous avez dit, mais ce n'est pas spécifiquement par Joséphine de Beauharnais ou Aimé Césaire. Nous avons contribué déjà par la dissidence dans la Première Guerre mondiale, dans la Deuxième Guerre mondiale, à permettre à la France de rester la France. Deuxièmement, nous sommes, grâce à la ZEE, la zone économique exclusive, la deuxième puissance mondiale, grâce à l'outre-mer qui permet d'avoir une dizaine de millions de kilomètres carrés dans les océans autour des îles et qui permettent à la France de pouvoir donc revendiquer un espace à la fois militaire, un espace à la fois de la biodiversité ou un espace à la fois sous-marin qui permet d'avoir donc des richesses. Ce qui veut dire que l'outre-mer nous pas petit par ces personnes, sans jeu de mots sur le mot petit, mais tout le monde c'est monde, et je voudrais, si j'avais les 500 signatures, défendre cette notion d'altérité. L'altérité, c'est l'autre, aussi bien dans la culture, mais aussi bien dans la relation sociale. Parce qu'effectivement, en France, il se trouve que la majorité des gens qui vont dans les gouvernements ont souvent fait des hautes écoles administratives, l'ENA. Et tout à l'heure, je regardais des sketchs encore en venant. C'est pas bien d'ailleurs, parce que j'étais en voiture. Mais par rapport à l'ENA, on dit toujours l'école des ânes, le A de Anne, l'école nationale des ânes, parce qu'on arrive à des déficits de 3 300 milliards d'euros, on arrive à un déficit, une dette, pardon, qui dépasse le budget, le PIB. Donc on se pose la question, par qui sommes-nous dirigés quand on voit que des gens qui ont tous les diplômes, qui connaissent tout, arrivent à nous mettre hors des clous de Maastricht, hors d'Europe, alors qu'eux-mêmes ont voulu être les pères fondateurs de l'Europe. Donc il y a des contradictions, et peut-être que des gens de la société civile comme moi-même, qui arrivent avec peut-être une sagesse et puis une résilience due à un côté ultramarin, peuvent apporter dans le débat, si tant est que, comme je le dis, je recueille les 500 signatures. Attendez, c'est pas l'école nationale des Indes, hein, c'est l'école nationale d'administration. Vous êtes bien d'accord? Bien entendu. Le double A, c'est pour la notation. Quand on dit double A, c'est pas administration et Anne, c'est le double A qu'on donne à la notation de la France, qui avait le triple A pour sa dette souveraine et qui aujourd'hui ne l'a plus, qui est seulement au double A. Mais c'est pas administration et Anne, c'est une bonne note pour malgré le fait que nous ayons des énorques qui dirigent de manière un petit peu particulière la France. Ok. Nous faisons cette interview le 9 septembre de l'an de grâce 2025. C'est-à-dire que se passe en France en ce moment des événements assez exceptionnels. Est-ce que je peux avoir votre regard sur ces événements? Alors moi je crois que la société française est comme toutes les sociétés dans le monde qui à un moment donné subit les affres du progrès. Le progrès est consubstantiel d'un certain art de vivre si vous avez l'éducation pour le supporter. Et quand vous avez des smartphones où vous avez des gens indigents qui n'ont pas l'éducation et qui vous racontent tout ou n'importe quoi, quand vous n'avez pas de repères et que ça brasse des millions et des milliards d'individus, vous êtes perturbé. Ce qui explique qu'à l'échelle de la mondialisation, au moment où on pensait que la démocratie libérale l'aurait emporté avec la chute du mur de Berlin en 1989, montrant que les sociétés de progrès venaient plutôt dans le sens des Lumières, dans le sens de la raison, dans le sens du raisonnement, et non pas forcément dans le sens simplement de la religion musulmane, de la religion catholique ou autre religion sur Terre, qu'on avait un sens de raison, et bien tout s'est effondré. Parce qu'au même moment, il y a eu un progrès technique qui a engendré les médias, les transports, la containerisation,
Et puis la titrisation, c'est-à-dire qu'on est arrivé sur des marchés financiers, l'informatique qui a fait que les finances tournent à toute vitesse et que vous placez des sommes invraisemblables dans des circuits financiers, la titrisation, ce qu'on a appelé, et puis est arrivé surtout Internet et puis les smartphones. Et de là, ça a fait un tel progrès, tellement rapide, en si peu d'années, que l'esprit humain a été bouleversé. La France n'a donc pas échappé à cette logique mondiale. Et nous arrivons à des extrêmes avec des gens qui veulent remettre dans l'ordre, remettre de l'ordre parce que tout s'est évaporé et que maintenant on ne sait plus. Aujourd'hui, un jeune peut vous dire que c'est normal le transgenre. C'est-à-dire qu'il soit femme ou homme, ça ne lui pose pas de problème. Moi je trouve ça aberrant parce qu'on est arrivé à une telle permissivité. Et de l'autre côté, on va forcément dire que, eh bien, on veut bannir tous les transgenres, on va faire l'inverse, tout ce qui est homosexuel qui arrive dans la vie, et donc on voudra peut-être les lapider dans certaines sociétés, les exécuter dans d'autres. Et dans tout ça, il faut trouver une juste mesure. Et c'est l'éducation, la lecture des grands auteurs, le recul, qui permet de faire fonctionner les sociétés ensemble. Donc la France est en crise par rapport à ses valeurs éducatives. Aujourd'hui, ça se voit en plus dans les rapports PISA, qui sont les rapports internationaux sur l'enseignement, où on s'aperçoit qu'elle a passé d'un rang où elle était dans les 10 premières, je crois, vers maintenant, sur les pays de l'OCDE qui sont au nombre de 38, et elle est dans les derniers, vers 28e place, ce qui veut dire que les gens, au fait, ne savent plus compter, puisque c'est le smartphone qui compte, même plus la machine à calculer, et ne savent plus lire, sinon avoir des onomatopées ou un vocabulaire argotique qui permet de compenser, selon eux, ces jeunes, une certaine dégradation pour eux du cerveau des adultes. C'est-à-dire que le temps rapide avec lequel ils calculent grâce à leur réponse tac-tac sur le smartphone leur fait penser que la génération d'avant n'est pas à la hauteur. C'est pour ça qu'il y a ces révoltes de jeunes qui ne comprennent pas la notion du temps long. Et cette notion du temps long, qui n'existe plus, fait que vous avez des radicalités, donc l'extrême droite et l'extrême gauche. Une personne d'extrême gauche qui ne tient pas compte de l'économie, de ce que c'est, une personne d'extrême droite qui ne tient pas compte de la culture, de ce que c'est le métissage. Alors que quand vous regardez l'équipe de France, elle va jouer d'ailleurs cet après-midi, puisqu'on est le 9 septembre, je ne sais pas, il y a eu des blessés. Malgré les blessés, on va trouver au moins 7, 8, 9, 10 Noirs sur une équipe de 11. Donc on voit bien qu'il y a eu un métissage. Par contre, c'est bien eux qui représentent la France. Et je ne comprends toujours pas que le Rassemblement national ou Zemmour, Éric Zemmour, n'ait pas compris qu'effectivement, il y a eu un métissage et que ces gens vont faire des mulâtres, des carotterons et des métis pour revenir à ce que vous m'avez demandé en début. Et que ces gens ont une culture, la culture française, mais encore faut-il lui retrouver les bases. Excusez-moi. Je me suis égaré ou je vous ai égaré? Vous n'avez pas répondu à la question. Donc je vous la propose. En réalité, vous nous expliquez qu'il y a une crise éducationnelle, si j'ose dire. Tout à fait. Or, il me semble que c'est plutôt une crise financière, une crise économique que l'on connaît aujourd'hui. Monsieur Larouché. L'un n'empêchera pas l'autre. Mais ce qui se joue là, c'est quand même la dette de la France. C'est exact. Elle a peur d'être déclassée. Mais la dette de la France, effectivement, qui existe depuis des années par rapport à ceux qui nous dirigent, les énarques, effectivement, c'est d'abord parce qu'il y a un système éducatif qui n'est pas à la hauteur. Pour moi, si les énarques, qui sont l'élite de la France, arrivent à faire ça, c'est que justement, il y a un moment donné où l'ingénierie informatique ou un certain nombre de choses n'a pas laissé le temps à ce qu'on appelait avant les humanités, c'est-à-dire une certaine littérature qui permet de se poser, de réfléchir au sens du monde. Quand vous êtes dans le désert et que vous êtes face aux astres, vous n'avez pas la même mentalité que quand vous êtes dans une cité où vous vivez à 100 à l'heure. Et il faut pouvoir, ce qui est le cas d'ailleurs à la Martinique, avoir le temps d'avoir du temps pour permettre de conceptualiser un certain art de vivre. On n'est pas fait que pour travailler, mais on n'est pas fait que pour faire la fête. Et on n'est pas fait que pour dénigrer. Alors c'est vrai que quand on manque de recul,
on ne sait pas qu'on peut vivre effectivement avec des milliards. Pourquoi empêcher quelqu'un qui a des milliards s'il en a, puisqu'il a peut-être créé sa fortune grâce à son intelligence, mais qu'effectivement, il faut par contre savoir vivre avec des minima. Et moi, je suis dans mon programme éducatif pour un revenu minimum universel, c'est-à-dire que la société française, et je pense que c'est valable pour le monde entier, avec les milliards qui circulent, doit pouvoir assurer à chacun un revenu minimum universel. Mais en tout cas, on pourrait l'expérimenter en France. Ce revenu minimum universel, on le donne à tout le monde entre 18 et 65 ans. C'est-à-dire, quand je dis 65, 63, 64, l'âge de la retraite, avant de toucher les droits à la retraite. Ce revenu minimum universel, il est basé sur le RSA actuel, mais au lieu d'ajouter tout un tas, primes d'allaitement, primes de rentrée scolaire, etc., on ventile toutes ces primes, on les donne à tout le monde, ça fait monter le budget, mais on les reprend sur les impôts. C'est-à-dire que si le RMU vient un monsieur qui est riche, il redonne le RMU sur les impôts. Il suffit d'avoir un barème fiscal qui permet d'intégrer qu'on lui a donné en plus le revenu minimum universel. Donc, admettons qu'il touche 10 000 euros par mois. On lui donne le revenu minimum universel qui serait, je ne dis pas de chiffre, de 700, 800 euros. D'accord? Plus que le RSA actuel. Peu importe. Il redonne forcément les 800, 700, 800 euros, parce que comme il touche 10 000 euros par mois, le montant d'imposition qu'il aura fera qu'il redonnera tout ou partie très minime de cette chose. Moi, j'estime que comme c'est les robots qui ont pris la place ou l'intelligence artificielle, on doit donc ajouter aux impôts un impôt sur la robotique et un impôt sur l'intelligence artificielle, mais qui ne sera pas énorme, puisqu'il y a déjà dans le système français le RSA, plus les primes que j'ai citées, qui sont diverses et variées, qui sont corporatistes. Moi, je veux donner une notion de responsabilité. Et puis, je laisse quand même l'APL et, bien entendu, l'allocation handicapée. Mais ces trois allocations, RMU, APL pour le logement et handicapé, le reste en panier, toutes ces baïtas, on vous donne un RMU. Et ce RMU a un avantage, c'est qu'il vous fait citoyen. Vous pouvez travailler ou vous n'avez pas d'obligation de travailler. C'est vous avec votre conscience. Et donc, ça veut dire qu'on met son niveau de vie à un cursus où on apprend tout le monde à avoir un niveau de vie où on peut s'arrêter à ce niveau de vie. Tout le monde ne peut pas avoir un jet privé, tout le monde ne peut pas avoir un yacht, ce sont des choses claires. Ou un bateau. Mais un pêcheur aura son bateau de pêche parce qu'en dehors du RMU, il aura, lui, voulu aller sur la mer, gagner en plus. Je lui donne le RMU, plus le produit de sa pêche. Le RMU, c'est basique. Tout le monde nie, quel que soit le travailleur. Ce n'est pas aujourd'hui les gens qui sont au chômage. Je termine. Mais ma personne qui est au chômage et à laquelle je donne le RMU et qui dit que, comme le RMU, ça suffit. Oui. Donc je travaille. J'ai le RMU. Je ne travaille pas, j'ai le RMU. Le même salaire que celui qui travaille. C'est un revenu de substitution ou un revenu de plus. Exactement. Exactement. Donc quand je fais ça, c'est dans l'école, il avait commencé à le dire, un gars de gauche, Benoît Hamon, qui s'était retrouvé au deuxième tour des présidentielles, et moi je tiens ça d'un socle libéral, de Guy Sormand, qui est un monsieur qui vit aux États-Unis, qui doit avoir 80 ans, et qui a écrit beaucoup de livres sur le libéralisme, et dont je suis plus ou moins, j'ai suivi un certain nombre de paragraphes par rapport à ces lectures, où je pense qu'il y a une réflexion qui est profonde. Donc, à partir du moment où j'ai mon RMU, mais que je ne travaille pas, par choix, ou parce que le marché ne m'a pas proposé, je ne reste pas chez moi. J'impose une formation qui est une formation intellectuelle. Ou qu'à virer l'école pour apprendre à lire, pour apprendre à écrire, pour apprendre à compter. Ça, c'est je sais déjà tout ça. Et pour pouvoir... Non, mais j'oblige. Ça veut dire que je ne vous mets pas... Quand vous êtes au chômage, vous avez de 10 à 15 heures, on ne va pas mettre plus. Que ce soit des bénévoles ou pas, on va calculer. Donc, on va trouver des casernes, on va trouver des universités vides, on va trouver des salles de classe vides, on va faire un emploi du temps pour tous les adultes au chômage, ou pas carité Bocaillou. Et vous n'allez pas me faire croire que vous allez prendre des cours par Internet chez vous, c'est pas vrai, puisque vous ne connaissez pas, vous n'allez pas le faire, vous n'avez pas... Et je vous emmène à l'école. Donc, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans ou à 60 ans. Vous retournez quand vous êtes au chômage,
sur les bancs de l'école, mais 10-15 heures, pas plus. C'est-à-dire 2 jours par semaine, mais vous ne restez pas chez vous. Et ça va vous remettre dans une confiance en vous pour pouvoir aller au travail. Parce que la plupart du temps, ceux qui sont des désespérés du travail, ceux qui restent en chômage longue durée ou ceux qui n'ont pas trouvé un travail, qui survivent sur des jobs, ce sont des gens qui n'ont pas confiance en eux. Parce qu'on ne les a pas mis avec des rails de l'inégalité de naissance, c'est la vie. On n'aura pas donné confiance en eux parce qu'ils n'ont pas assez d'éducation, ils n'ont pas assez de formation. Et pour avoir confiance en vous, il faut que vous ayez un minimum de formation. Un plombier connaît son métier de plombier, il est sûr de la manière dont il va faire passer le tuyau, une telle chose. Un électricien sait comment il va brancher le fil, il a eu une formation qui lui permet de trouver son travail, il a confiance en lui, parce qu'il a appris un métier. Bien, il y a des gens on pourra faire effectivement l'apprentissage de métiers directement, des métiers, par exemple, qui sont en infériorité, où il manquerait de main-d'œuvre. On pourra aussi recycler des gens qui sont peut-être des intellectuels au départ et puis qui n'ont pas trouvé de travail. S'ils ont envie, il n'y a pas de honte. Ils ont le RMU pour avoir le temps de réapprendre l'électricité, de réapprendre la plomberie. Mais ce qui a surtout le RMU pour moi avec l'apprentissage des scolaires, je dis bien, ou universitaires, c'est redonner confiance en vous. Alors c'est un projet qui est à la fois social, mais qui est aussi libéral, puis qui fait appel à la responsabilité de chacun. Je pas qu'à avoir prime d'allaitement, pas qu'à avoir prime de rentrée scolaire, on est RMU, défendre Corépi. Et si vous allez le jouer au casino, vous irez, ça existe déjà, la commission de surendettement, parce que c'est pas ma prime d'allaitement ou ma prime de rentrée scolaire qui va faire que vous allez compenser la perte au casino. Comparé à d'autres pays, est-ce que le système social français vous paraît pertinent? Est-ce que vous l'admirez? Vous trouvez que c'est idiot? Là, vous avez expliqué que vous pourriez le changer, c'est ce que vous venez de dire. Mais tel qu'il est aujourd'hui, est-ce que par rapport à d'autres pays que vous connaissez, est-ce que ça fonctionne? Je crois que... Alors, je vais vous ajouter quelque chose pour le RMU. Comme on a un minimum pour vivre, on peut baisser le SMIC, parce qu'il s'ajoute au SMIC. Vous avez bien compris tout à l'heure dans l'exemple du marin-pêcheur, il aura le RMU plus sa pêche. Monsieur Larouché, rédacteur en chef, aura le produit de KMT et de ce qu'il prend s'il peut, je ne connais pas ses affaires, ou Monsieur Petit, pharmacien, aurait quand même le RMU, il est à la retraite, donc il ne le toucherait plus. Mais pendant qu'il était en activité, il aurait touché le RMU. Donc une personne... Oui. Monsieur Petit, pharmacien. Laissez-moi finir. Pharmacien. Touche 10 000 € par mois. Oui. On vous déjà le RMU en plus. Oui. On est d'accord? Non, enfin, je ne suis pas d'accord. Je vous dis oui, on va lui donner le RMI en plus. Mais M. Petit ne touchait pas 10 000 € par mois. Mais ça, c'est autre chose. On va pas. S'il touche 10 000, et même s'il touchait 20 000, on lui donnerait le RMI. Absolument. On est d'accord. On donne ça à tout citoyen entre 18 et l'âge de la retraite. On est d'accord. Aujourd'hui, avec le système social français, est-ce que ça vous intéresse? Que c'est bien? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne fais pas une digression, je reviens dessus. Je termine. Le fait que le RMU, et je rentre dans le système social qui permet justement d'aller travailler, parce que le système social français, il y a une trappe à chômage qui est à la hauteur du SMIC. C'est ça le problème. Le SMIC est trop haut. Vous avez, on va me crier dessus, parce qu'on n'a pas compris encore, ceux qui vont me crier dessus à la télévision, que le SMIC vient s'ajouter au RMU. Donc je peux le baisser. Ça veut dire que le total du RMU, plus mon total du SMIC baissé, sera supérieur au SMIC antérieur. Il faut bien comprendre. Alors oui. Moi-même, alors, j'ai 1 800 € brut pour le SMIC qui donne 1 400 € net. Je fais mon revenu, d'accord? Je fais mon revenu universel à 700 €. Donc si je vous mets un SMIC net à 800 €, alors brut il sera à 1200 au lieu des 1800, mais 700 plus le net que j'aurai qui serait de 800 €, ça me fait 1 500 € net alors qu'il est de 1 400 € net aujourd'hui. Autrement dit, en baissant le SMIC et en donnant mon revenu minimum universel, j'ai augmenté la valeur du SMIC réel. Alors, donc pourquoi? Parce que c'est une trappe à chômage, parce que comme tout le monde, les gens, vous embauchez quelqu'un, des fois pour mettre dans un carton, vous devez payer, ou simplement emballer dans un carton,
je prends le rôle de magasinier simple, qui travaille comme tout le monde. On va vous obliger, par rapport au SMIC minimum garanti, qui était le SMIC et qui est maintenant interprofessionnel, on va vous dire que pour assurer l'égalité, effectivement, vous devez, c'est ça le système d'égalité du salaire minimum, pour que vous puissiez être décent, mais il y a des gens, il y a des entreprises qui ne peuvent pas payer le SMIC au stade où il est. Par conséquent, si l'État a déjà donné le revenu minimum universel, mais je vous ai expliqué tout à l'heure et je le redis très posément. Aujourd'hui, le RSA est donné à un certain nombre de personnes. Donc, c'est le montant du RSA. Plus toutes les primes qu'on donne en plus. Primes d'allaitement, primes de femmes enceintes, toutes ces bails-là, on met tout ça. On mutualise. On supprime tout. On met le RMU à la place du RSA plus toutes ces primes. Hors l'association de logement, hors l'APL, le logement, et hors les allocations handicapées, on divise. Toutes ces achats-là font une somme X. Mon RMU, comme il est donné à tout le monde, coûte plus cher, Y. La différence de Y moins X va déjà être redonnée par les gens. Parce que si je touche 10 000 € avec ma pharmacie, c'est ce que vous avez dit, hein, par rapport à ça, et que j'ai mes 700 € de RMU, je vais donner aux impôts tout mon RMU. C'est-à-dire que les impôts dans la tranche où je serai vont reprendre le RMU, ce qui est une justice fiscale et une justice sociale. Donc, je n'ai pas de problème à avoir donné un RMU à M. X, pharmacien, ou M. Laouché, rédacteur en chef. Ça ne me pose pas de problème. Vous ne l'avez pas donné, vous reprenez. Exactement. Vous avez parfaitement compris. Eh bien, vous avez tout. Eh bien, vous avez compris. Donc, du coup, mon Y, où j'avais toute ma totalité qui était chère, comme j'ai repris, je me rapproche déjà du X qui correspondait au RSA, plus les différentes allocations. Et ensuite, s'il y a une différence entre mon Y qui a déjà diminué mon X, j'impose l'intelligence artificielle et j'impose la robotique. Je suis clair? Maintenant, comme je n'ai pas à côté de moi, puisque je ne suis pas encore président, le personnel qui sera à mon service de Bercy, pour qu'il puisse mettre ça dans l'ordinateur et me ressortir mon truc et que je puisse venir vous voir pour vous donner des chiffres, permettez que je mette Y et X pour le moment. Mais je vous donnerai à la prochaine interview, quand je serai président de la République, les chiffres exacts quand ça va se passer. Je vous promets de venir vous voir. Je vais même pas faire ça. Je vais vous, avec mon argent de président de la République, vous inviter en France pour enregistrer, parce que j'aurai même peut-être plus le temps, à mon grand dame, de prendre l'avion pour vous seulement pour venir vous expliquer. Donc, je vous inviterai sur mon salaire de président, parce que je suis honnête. Je ne fais pas comme les autres, je fais comme De Gaulle. De Gaulle faisait ça, De Gaulle payait ses factures. Là, vous m'avez rendu très triste. Quand vous serez président, vous ne viendrez plus ici, ça ne vous correspond plus, etc. Mais ce n'est pas grave, je comprends. Vous serez trop grand. Bon, vous connaissez mon slogan, soyons plus grands avec petit ou voire grand avec petit. On va revenir dedans. Donc, voilà. Ok. Il y a des gens qui pensent que ce qui se passe en France aujourd'hui est organisé et voulu par le gouvernement avec une manière de complot entre Macron et les puissances de l'argent. Ou bien ceux qui voient le monde comme un monde transgenre. Vous faites partie de ces complotistes, vous aussi, monsieur Laouché, non? Non, je vous dis ce qui se dit. Et donc, ils veulent créer une véritable crise en France, parce que c'est ce qui se passe, on ne sait pas très bien où on va, pour qu'ils disent les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité. Et ils ne voient la réussite, et ils ne voient la nécessité que dans la crise. Les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité, et ils ne voient la nécessité que dans la crise. Ce sont des gens qui veulent changer la société française pour qu'elle soit en style plus égoïste. C'est-à-dire qu'ils pensent que l'État donne trop aux gens, justement. Les gens qui ne travaillent pas, les immigrés. L'État serait trop généreux. Et donc il faut balayer tout ça. Et pour balayer tout ça, il faut faire une crise. Et voilà. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Alors, écoutez. Moi, comme vous faites effectivement de la psychologie, voire de la psychiatrie, je pense que la Ve République a été pensée par De Gaulle pour De Gaulle. C'est-à-dire qu'il a pensé que les qualités humaines qu'il avait et qui étaient dues à un
qui plus est à un temps de crise, la Deuxième Guerre mondiale, on est venu l'appeler pour rattraper la France, pouvait faire une constitution qui allait à sa dimension. Tout le monde n'est pas de Gaulle, d'accord? Mais il y a des gens qui ont eu l'intelligence, dans la Ve République, de reconnaître qu'ils n'étaient pas de Gaulle. Et puis il y a des gens, comme M. Macron, qui pensent qu'il a l'étoffe de Gaulle. Je suis très critique vis-à-vis de M. Macron, à titre personnel, c'est-à-dire en tant qu'homme d'expérience qui regarde simplement l'homme sur le plan humain et sur le plan de son ego surdimensionné. Il y a un ami à vous, je vous dirais qui m'avait écrit un ego pathétique. C'était pas mal d'ailleurs trouvé. Parlant de vous, il disait faisons taire les égos pathétiques, et je pense qu'il parlait de lui, mais je vous dirai de qui il s'agit en son fort intérieur. C'est-à-dire il parlait de nous, mais dans cette affaire-là, je n'ai pas d'ego ni surdimensionné ni pathétique. Moi, je pense que j'aime la vie. C'est ça, moi j'aime la vie. Je ne sais pas si M. Macron aime la vie, mais je suis persuadé qu'il a un ego surdimensionné dont c'est passé sur les réseaux. Un psychiatre italien, avant même qu'il n'ait été président de la République, avait diagnostiqué ce qui se serait passé. Le blocage de ces institutions par rapport au tempérament de M. Macron dans le cadre de la Ve République. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de complotisme avéré, comme vous le pensez, ou de réflexion, on ne va pas employer le terme, avéré pour arriver à dire qu'on fait trop de social. Il y avait surtout une Ve République dont le paradigme, la Constitution elle-même, entraînait forcément un homme d'un certain niveau, comme De Gaulle, par rapport à une situation, la Deuxième Guerre mondiale, où avec ensuite il y a eu des présidents qui avaient des humanités qui lisaient, qui avaient une sagesse et qui avaient une vie aussi pratique. M. Macron n'a pas eu la vie pratique. Il est arrivé trop jeune et dans un contexte avec une dame, grosso modo, qui un petit peu l'avait cornaqué trop vite. Il n'a pas eu sa dimension d'homme. Il n'a pas eu la dimension du recul. Qui plus est arrivé une deuxième chose. C'est le quinquennat qui a été voulu par Chirac et Jospin. Erreur. Chirac a fait une deuxième erreur. On y reviendra, le service militaire. Selon moi. Donc ça veut dire que même malgré le recul que vous aviez déjà par rapport à la 5e Constitution, on fait des erreurs. Le quinquennat a obligé quasiment, on le voit avec Sarkozy et Hollande, un exercice médiatique plus soutenu du président. Et un petit jeune qui arrivait, qui était imbu, puisqu'on l'a appelé Jupiter, de sa soif de pouvoir, il a voulu utiliser les arcanes de la communication. C'est pas moi qui dis ça, c'est lui, on l'appelle Jupiter. Donc, Jupiter a voulu organiser sa communication par rapport, en plus de son tempérament et de son histoire, au quinquennat. Et il faut absolument, dans mon programme, je ne connaissais pas je croyais que c'était le sexennat qu'on disait, je me suis renseigné, c'est le sextennat, pas le septennat. 7 ans, qui ferait, puisque je suis renouvelable quand même, 2 fois 7 ans ferait 14 ans, ça faisait beaucoup, je serais pour 6 ans, pour que ça ne tombe pas au même moment que les élections législatives qui font des députés godillots, mais qui après ne marchent pas parce qu'il n'y a pas la culture du compromis ou la culture d'une majorité intelligente. C'est compliqué à décrire, mais moi je suis pour un retour, non pas à 7 ans, mais à un truc à 6 ans. C'est-à-dire qu'on ne doit pas faire coïncider nécessairement pour avoir des députés derrière, pour avoir une majorité. Le président doit avoir un rôle d'arbitre. Mais comme De Gaulle avait une telle personnalité, son arbitrage allait de source. Et puis en plus, il fallait reconstruire la France. Donc il n'y avait même pas de choses comme aujourd'hui, où en plus, le pauvre président Macron, en dehors de sa personnalité, en dehors du quinquennat, trouve aussi un problème de croissance. Parce que c'est pour ça que je veux faire lire les gens. Parce que je sais qu'il y aura quand même des gens au chômage, il y aura toujours un seuil incompressible de chômage dans la société. Et pour s'en sortir, il faudra avoir, bien entendu, lu pour aller se donner confiance en soi, mais peut-être aussi pour s'imprégner d'une société où il y aura un petit peu plus de chômage. Il faudra savoir gérer son temps libre sans aller voler chez le voisin, sans aller se pendre dans les paradis de la drogue ou de la cocaïne, se perdre dans les paradis de la drogue ou de la cocaïne. Donc il faudra avoir une certaine force morale. La croissance, vous l'avez vu.
n'importe quoi. Oui, parce que ce sont des paradis. Parce que ceux qui... esclavages, non, mais je parle de ceux qui sont dedans et qui pensent qu'ils sont au paradis, puisqu'ils oublient pendant un moment. Alors que vous avez raison, c'est un esclavage, mais eux-mêmes pensent que c'est un paradis. C'est pour ça qu'ils s'y jettent. Mais nous sommes d'accord. Alors, si vous voulez, je répète, je reprends. Dans l'esclavage, la dépendance des substances, des stupéfiants, c'est un problème. Il y a des gens qui trouvent un refuge pensant qu'ils vont trouver un paradis, mais c'est totalement faux. Et par conséquent, il faudra justement, dans ce RMU, qu'il y ait cette notion d'enseignement obligatoire pour ceux qui sont au chômage, pour qu'on puisse leur montrer que la vie, c'est pas seulement la drogue. Voilà. Donc, je vous ai répondu concernant des gens qui auraient provoqué une crise, je ne vais pas jusque-là. Je pense que le monde a besoin de repères réguliers. On a pensé à un moment donné, et heureusement qu'on serait 50 milliards d'habitants un jour, on est déjà, je ne sais pas combien, 8 milliards d'habitants ou plus, et on sait que ça va se stabiliser vu que le monde a réfléchi, que la pilule est rentrée comme un moyen de contraception important et qu'on s'est dit qu'effectivement, il fallait répartir les richesses autrement. Il n'empêche, le philosophe l'avait dit, Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme, qu'il y aura toujours, malgré tout, des budgets de défense, puisque les pays ont des frontières. Et pour défendre les frontières, puisque c'est comme ça, alors peut-être qu'il y a des gens qui sont transgenres, etc., qui pensaient qu'il n'y aurait plus de frontières. Ni hommes, ni femmes, ni même frontières. Tout le monde est merveilleux. Ça, c'est un paradigme, peut-être que Macron a pensé. Peut-être, mais ça, je ne suis pas encore jusque dans la pensée macronienne. Qu'il n'y aurait plus de frontières et puis qu'il y aurait un président qui dirigerait le monde. Peut-être qu'il s'est vu président du monde, dans une mégalomanie probablement avérée. Quand on le voit à côté de Trump, on sent qu'il a besoin de se blottir tout de suite pour être président reconnu. Donc il aurait probablement aimé être président de l'Europe, président du monde, avec une certaine idée de la civilisation qui dépasserait hommes et femmes. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est trop complexe. Je dis simplement que nous n'avons pas facilité la tâche avec la Ve République, le quinquennat, la personnalité de Macron, et nous nous sommes retrouvés là où nous sommes. En plus de ça, il y a un autre problème, c'est la construction européenne. Les Européens, on a fait un gros progrès, et chacun pense que pourtant l'Europe a perdu. Moi, si j'étais président de la République française, je dirais que l'Europe a gagné. Et quand M. Vigilant, qui est un général qui est venu ici à la Martinique, à l'Amphi, là-bas, qui a fait un brillant exposé sur les nouveaux modes de défense, notamment la cybersécurité, etc., j'ai levé le doigt. Et j'ai dit, permettez, si j'étais président de la République, j'ai dit ça comme ça, c'était pour, il y avait la galerie comme il y avait il y avait les nobles, les mulattes, les béquets, tout le panel intellectuel. J'ai dit, il faut que je fonce, c'est le cas, moment ou jamais. J'ai dit, si j'étais président de la République, est-ce que je serais à côté de la plaque ou sot? Est-ce que je serais un idéaliste ou est-ce que je serais vigilant? J'ai employé le nom du monsieur, j'ai fait exprès. Donc, est-ce que je serais vigilant? En disant que la frontière a été repoussée du mur de Berlin au Donbass, c'est-à-dire que j'aurais cédé à Poutine sans aucun problème les provinces en lui disant qu'on met une zone démilitarisée là, et ça veut dire que quand l'URSS arrivait jusqu'en 1989, c'est tout récent, à l'Allemagne, c'est pas en deux, on est bien d'accord, c'est tout récent. 1989, ça fait même pas 50 ans. Donc, quand on voit qu'on pourrait refixer la frontière, alors il y a eu l'effondrement de l'URSS, une fois la chute du mur de Berlin qui est arrivée dans la suite, et toutes les républiques qui se sont reliées en partie à l'Europe occidentale. Donc, si on mettait la frontière de la Russie au Donbass, ceux qui réclament la Crimée, etc., c'est d'ailleurs en Crimée qu'on avait fait les accords de Yalta, si je ne dis pas de bêtises, il faudra que j'étudie ça avant de passer mon oral à la présidence, était en Russie. C'est-à-dire que la Crimée était à la Russie à un moment donné. Donc, si on leur laisse aux Russes, avec leur civilisation slave, bon, ça ne me pose pas de problème, qui est plus dur, mais pourquoi pas, par rapport au fait que l'Europe serait arrivée jusqu'à la partie Ukraine de 3/4, et puis on aurait démilitarisé toute cette zone Ukraine
pour que le monsieur Poutine ne prenne pas prétexte que l'OTAN est venu absorber l'Ukraine, moi je pense que l'Europe a gagné. J'ai dit ça à monsieur Vigilant, et aux personnes qui étaient là, il m'a parlé pendant 25 minutes, 30 minutes. Donc il a vu que je n'avais pas dit une bêtise. Est-ce que je dis, effectivement, l'Europe a gagné en repoussant la frontière de l'Occident jusque-là, par rapport au traité de 89, le mur de Berlin. C'est hier que le mur de Berlin, vous vous rendez compte, l'URSS était en Allemagne de l'Est. Les gens ne se rendent pas compte. Il y a beaucoup de gens qui sont nés avant 89, qui ont vu, en Martinique, qui ont vu la chute de Berlin. Donc, on ne se rend pas compte le progrès qui a été fait de la démocratie dite libérale pour arriver jusqu'en Ukraine. Maintenant qu'il y a cette guerre, elle est presque normale, mais elle est à la périphérie, et c'est ça, grâce à la construction européenne. Parce qu'avant, l'Europe se battait régulièrement entre l'Angleterre et la France, ou entre la France et l'Allemagne et l'Angleterre. Maintenant, on a exporté la guerre, qui a toujours été sur le continent français depuis des années. Les jeunes qui sont là ne voient pas la chance que nous n'ayons pas de guerre. C'est une chance. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas connu la guerre. Je suis né en 57, après la guerre. Aujourd'hui, j'ai 68 ans. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a jamais eu de période aussi longue, de 70 ans. Et la mienne a commencé avant, parce que la guerre était de 45 à maintenant. Et 2025, il n'y a pas eu de période aussi longue de 80 ans. Ça n'existe pas. Dans l'histoire de France, il n'y a pas eu de guerre sur le petit continent, Allemagne, France, Angleterre. Donc les gens ne se rendent pas compte. Mais quand on regarde bien, oui, nous sommes des privilégiés. Allez dire c'est un jeune maintenant qui a son smartphone, il ne va pas comprendre ça. Il ne peut pas comprendre ça, puisqu'il n'a pas le temps long pour observer ça. Et c'est pour ça que je veux que, quand il est au chômage, eh bien, il ait des cours pour lui expliquer le temps long. Ce qui se passe en France aujourd'hui, est-ce que ça va impacter la Martinique? C'est la Martinique, il y a quelque chose qui va changer. Ce qui va se passer en France, forcément, va impacter la Martinique. C'est comme si vous me demandez, est-ce que l'amiral Robert, quand il était ici, sous Pétain, ça a impacté la Martinique? La réponse est oui. La réponse est oui, nous sommes un département français. La réponse est oui, nous sommes dans un système économique européen, nous sommes une région ultra-périphérique de l'Europe. Donc, forcément, ça va impacter la Martinique. Mais nous... Oui. C'est le statut actuel ou l'autonomie. Le Congrès va se réunir en octobre pour parler d'autonomie. Sur ce plan-là, est-ce que ce qui se passe en France va avoir une influence sur ça? Il n'y aura pas... Non, mais autonomie ou pas? Alors moi, je suis un fédéraliste, c'est-à-dire l'autonomie de toutes les régions françaises. J'ai signé une tribune avec un Corse qui s'appelle Jean-Félix Acquaviva, ancien député de Corse, avec Bertrand Pancher, ancien député de la Meuse, qui a son mouvement qu'on appelle Utile, avec celui qui est mon associé pour chercher des parrainages, M. Pascal Brindo, ancien député qui a monté un parti qui s'appelle Territoire République, avec M. Zemkeller, ancien député du territoire de Belfort, qui a un mouvement qui s'appelle La Nouvelle Voie. Tous ces gens ont la même pensée, que ce soit le Corse, le Martiniquais que je suis, et ces gens, ils ont envie d'un retour au terroir. Alors on va appeler ça autonomie des territoires. Le fédéralisme, c'est plus fort, parce que ça voudrait dire que vous avez un parlement, vous avez une assemblée, etc., et vous avez un système de judiciaire, surtout. On n'en est pas encore là. Mais au moins, ils sont pour une constitution régionalisée. Régionalisée, c'est ce que demandait Césaire en 1958 dans la constitution du PPM. Il faut qu'on y arrive. D'où M. Letchimy m'a fait l'honneur de me recevoir. Il a, je pense, une certaine estime pour les idées que l'UDEM défend, peut-être pour ma personne aussi, et je le remercie, pour me prendre en considération. Et donc, M. Letchimy est un démocrate, puisque certaines personnes confondent dictature et démocratie. Il est un démocrate dans un système français démocrate. Et donc, je ne suis pas contre qu'il initie l'autonomie comme la Corse, mais ce sont des mots et des mots MOTS qui ne doivent pas déboucher sur des mots MAUX, parce qu'il faut, à mon avis, que ça se fasse à l'échelle globale de la France, de l'insularité corse et des ultramarins. Pour moi, l'autonomie n'est valable que si elle est concertée totalement. Parce que si on va avoir probablement plus de devoirs
que de droit par la suite si on était dans une autonomie stricto sensu. Est-ce que nous y sommes prêts? Je reçois encore aujourd'hui des choses sur Martinique Transport inimaginables, des grèves, etc., qui montrent que lorsqu'on va à l'autonomie aujourd'hui, on n'est pas prêt. C'est du factuel. Ça ne veut pas dire qu'intellectuellement, on ne peut pas y aller dans un contexte global de France, mais dans du factuel, on n'est pas prêt. Deuxièmement, est-ce que constitutionnellement, M. Letchimy va pouvoir faire passer sur le tableau du Conseil des ministres où c'était prévu l'autonomie corse? C'est ce qu'il veut faire, hein, c'est glisser ça rapidement au Conseil des ministres en même temps que le statut de l'autonomie corse. Il a au téléphone M. Simeoni, ça ne me pose pas de problème. Mais soyons dans l'état actuel des choses. Qui est le gouvernement qui a gardé l'autonomie alors qu'on dit faire les paris demain le 10 septembre? Le pas garder ces bagailles là. Soyons objectifs. Donc, c'est la présidentielle qui sera le juge de paix. Et si M. Letchimy fait en sorte qu'il voit les autres présidents de région France avec son statut d'autonomie, il pourrait dire donner des parrainages à M. Petit pour qu'il puisse défendre l'autonomie de la Martinique comme vous-même l'autonomie de vos régions. Vous voyez, vous rigolez, mais M. Letchimy m'a donné son parrainage. Donc, ça veut dire qu'il me fait confiance. Sinon, il ne peut pas avoir parrainage, ni quand même. Je pense. Donc, s'il me fait confiance, ça veut dire qu'il sait que l'idée d'origine de Césaire, que j'ai reprise à mon compte, je ne suis pas Césaire, je vous rassure, celle de la régionalisation est vraie. Césaire, hélas, je vous rassure. Hélas, il fallait dire. Je ne suis pas Césaire, hélas. Ça vous va. Mais permet de dire que notre mouvement est dans le bon sens, l'UDEM. Il est dans le bon sens, qui est qu'il faut trouver un juste équilibre entre régionalisation et centralisation. Et le bon équilibre, c'est tous les territoires qui le font ensemble. Si vous avez un territoire qui se met un petit peu trop à part, je pense qu'il va saisir. Est-ce que ça veut dire que l'Auvergne va demander l'autonomie? Oui. Que le Limousin va demander l'autonomie? Oui. Donc là, on n'est pas oui. Non, on est dans l'autonomie des territoires, c'est-à-dire on peut avoir une constitution comme l'Espagne qui a des provinces, comme l'Italie, on peut avoir une constitution, au-delà d'avoir une constitution unitaire, on peut avoir une constitution régionalisée où il y a des pouvoirs normatifs. Je ne vais pas employer le terme de M. Letchimy, mais c'est exact. Je lui laisse son terme, le terme normatif, c'est-à-dire qu'on peut produire des normes dans certaines régions, sans qu'on arrive au fédéralisme, Parce que les normes, c'est les lois. Oui, les lois et les règlements. Pourquoi on dit les normes? Parce que c'est vous êtes un fan de M. Letchimy, parce que si vous allez couvrir forcément sa campagne au Congrès. Comme je ne suis pas élu au Congrès, ou que je ne suis pas conseiller territorial, je ne serai pas là. Mais vous parlerez, mais je vous mets en forme pour que vous ne disiez pas comme fassiez pas d'erreur de commentaire. Donc, le pouvoir normatif qu'il demande, ce sont des lois et des règlements locaux, mais je ne vais même pas appeler ça à déroger, c'est une possibilité constitutionnelle qu'on le fasse. Mais pour moi, je pense qu'il faut le faire pour toutes les régions de France. Il y a 13 régions en France, d'accord? 12 régions plus la région Corse, si je ne dis pas de bêtises. Chaque région peut avoir un pouvoir normatif, ça ne me pose pas de problème. Mais on est dans l'État fédéral, on n'est plus en France. Non. L'État fédéral, c'est qu'en plus des normes, je prends pas la place d'un professeur de droit, hein, je ne suis pas professeur de droit, mais j'essaie d'être pas trop bête si jamais on m'interrogeait à un haut niveau, j'ai pas dit que vous ne l'êtes pas, hein, j'ai dit à un niveau national, quand je serai sur un plateau télévisé, si j'ai mes 500 signatures et qu'on me demande la différence entre un État unitaire, un État régionalisé ou régionaliste et un État fédéral, je dirais, j'ai déjà expliqué à mon journaliste préféré de la Martinique, M. Larouché, que quand c'est un État fédéral, il y a aussi une justice. C'est-à-dire qu'il y a des tribunaux, il y a une justice de l'État fédéral, c'est-à-dire de la région fédérée. Quand vous êtes aux États-Unis, qui est un État fédéré, vous avez des lois judiciaires aussi, c'est-à-dire que vous avez un tribunal dans l'État du Minnesota, alors qu'à la Martinique, nous avons le tribunal de la France, qui est le même tribunal partout en France. Vous qui avez votre émission sur le tribunal à côté, vous dépendez de la France, vous ne le savez pas. Vous faites un tribunal ici, mais vous dépendez des lois françaises. Il y a plusieurs systèmes fédéraux.
les Länder allemands, c'est pas la même chose que les provinces espagnoles, et ce ne sera pas la même chose que les provinces. C'est différent. L'État fédéral allemand ou l'État fédéral des États-Unis, il faudra vérifier, est différent de l'État régionalisé espagnol ou italien, qui est lui-même différent de l'État unitaire français. Et moi, je veux qu'on... Alors, l'État fédéral en lui-même, ça veut dire qu'il y a une justice. C'est-à-dire qu'il y a des juges martiniquais où il y aurait des juges auvergnats, où il y aurait des juges limousins, parce qu'il y aurait une constitution martiniquaise, il y aurait une constitution auvergnate, et il y aurait une constitution du Limousin. C'est-à-dire que chaque État a sa propre constitution. Est-ce que c'est le cas en Espagne, par exemple? Non. Mais on est d'accord. Donc ça veut dire qu'on peut évoluer sans avoir un tribunal judiciaire dépendant de l'État fédéré ou de la région qui serait fédéré. On peut s'arrêter au mot régionalisation, ce qui est le cas de l'Espagne et le cas de l'Italie. Donc il faut que nous, je pense qu'on évolue vers l'Espagne et l'Italie qui montent, semble-t-il, c'est ce que Césaire disait dans son discours de départ, il prenait l'exemple. Mais comme la région est arrivée en 1982, Césaire était toujours vivant, et ensuite on a constitutionnalisé la région qui rentrait dans la Constitution française, je pense à partir de 2003. Césaire ne pouvait pas dire, puisqu'on avait déjà mis la région, et il ne pouvait pas aller plus loin. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'autonomie. Parce qu'il savait qu'on avait déjà, par rapport à la régionalisation, quelque chose, mais qui n'a pas été abouti. C'est-à-dire que le pouvoir normatif n'a pas suivi la décentralisation. On est resté à une déconcentration et une décentralisation au lieu de passer carrément à une régionalisation avec le pouvoir normatif, sur ce que je sais de la Constitution française. Donc ça s'est arrêté. Et il faudrait que ça reprenne. Mais ça ne va pas reprendre pour la petite Martinique. Il faut que ça soit repris pour une globalité. Absolument. Et je vous redis, la tribune que j'ai signée est signée par des anciens députés, un du Loir-et-Cher, donc de la région Val-de-Rissa, centre-France, l'autre de la région du Grand Est, de la Meuse, l'autre du territoire de Belfort qui doit faire partie de l'Auvergne, probablement Bourgogne, je pense, et l'autre de la Corse, et moi-même de la Martinique, même si j'étais le seul qui n'était pas ancien député. Mais ils m'ont fait l'honneur de me faire signer cette tribune. Je parle très sérieusement, que j'ai remise à M. Letchimy le jour où je l'ai vu. Quand il m'a invité, je lui ai dit, voilà, Monsieur le Président, ce que moi je pense qu'il pourrait se faire, et qui pourrait se faire dans la prochaine étape, une révision constitutionnelle globale, mais il faudra attendre le prochain président de la République. Je dis jour, c'est l'urgence de la dette qui est dans la tête des gens, ou l'urgence de savoir si on met le Rassemblement national contre les immigrés. On ne sait pas encore ce qui se passe. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que cette révision constitutionnelle peut se faire, selon moi. Mais le Congrès peut faire des choses. C'est très bien, il fait. Et puis ensuite, il envoie en France. De toute façon, c'est la France qui va décider. Si ça passe en Conseil des ministres, etc. Il peut faire. Ça ne m'empêche pas, monsieur. Expliquez-moi. C'est-à-dire que vous faites comme si, pour obtenir l'autonomie, vous, monsieur Petit, vous battre pour l'autonomie de la Martinique. Il y a plus de chances de réussir en vous battant pour l'autonomie de la Martinique qu'en vous battant pour l'autonomie de toutes les régions françaises. L'égard au fait qu'il y a un tas de régions de France qui n'ont rien à faire de l'autonomie, qui n'ont jamais demandé. Donc il faudra que vous vous battiez pour la Martinique et pour toutes ces 12 régions de France qui ne demandent rien, quoi. Vous avez votre appréciation. Quand vous exprimez une appréciation. Si vous deviez exprimer un fait, vous auriez dit que quand Deferre est arrivé, il a fait les lois de décentralisation alors que personne ne pensait qu'on pouvait faire les lois de décentralisation. C'est pas l'autonomie, ça n'a rien à voir. Mais monsieur Larouché, je ne suis pas professeur de droit et vous ne l'êtes pas non plus. Vous êtes mon ami. Je suis votre ami, je me targue d'être votre ami. Même si nous sommes de chaque côté du plateau et que j'ai l'honneur d'être invité par vous en toute humilité. Bon, en toute humilité, je vous dis que M. Deferre a fait les lois de décentralisation qu'on ne pensait pas possible dans un pays jacobin. C'était une demande des élus. Non, c'était une demande des élus de gauche parce que Mitterrand arrivait, ce n'était pas une demande des élus de droite. Mais ils étaient majoritaires, ils étaient au pouvoir. Mais ça veut dire que donc, quand M. Philippe Petit sera le président de la République
française. Alors là, vous allez me dire peut-être que je rêve, ça c'est vrai. Non. Mais il n'empêche que je veux dire que dans les faits, un président de la République aujourd'hui peut voter une réforme constitutionnelle qui appelle le terme autonomie, le terme pouvoir normatif, le terme décentralisation, c'est chacun qui donne un terme. Vous savez, on fait le ministère de la mer, l'autre va faire le ministère de l'écologie, qui comprendra le ministère de la mer et des territoires. Donc chacun va donner un terme, ce qu'il veut. Donc il y a eu un terme fait par un grand homme, M. Césaire, l'autonomie, et puis tout le monde battait là-dedans parce que c'était M. Césaire. Mais dans l'autonomie, je peux vous dire qu'on peut être autonome à tel degré, ou bien je peux me dire on peut être indépendant à tel degré. Aujourd'hui, c'est vrai que nous souhaiterions que ce soit seulement la Chambre régionale des comptes et qu'il n'y ait plus de contrôle de légalité. Qu'est-ce que c'est qu'un vrai autonomiste? C'est celui qui ne veut plus de contrôle de légalité, de la légalité du budget par le préfet. C'est-à-dire, est-ce qu'il est bien attribué à telle chose, telle chose. À la limite, ça va dedans. Pas ni à fait contrôle de légalité du préfet. D'accord? De la légalité du préfet. Donc, on va simplement s'en remettre à la Cour régionale des comptes, qui dit, structure éminemment martiniquaise. Qui est une structure administrative, la Cour régionale, mais qui existe partout. Oui, elle existe, mais non, mais elle existe dans les territoires. La Cour régionale des comptes, mais non, mais vous, différence. non, mais ce que je veux dire, ça, Monsieur Larouché, ça existe aussi dans la France hexagonale. Je n'ai pas malheureusement ma tribune, mais je vais vous l'envoyer et je vais vous la dédicacer parce qu'elle est signée par Philippe Petit à côté d'autres députés pour que vous ayez cette référence. Et donc, deuxième chose, on fait une dotation. Il faut que je vérifie aussi, là aussi, comment ça se passe, les dotations globales de fonctionnement. Mais notre tribune dit qu'on aurait fait une dotation globale à l'habitant majorée d'un certain nombre de paramètres. Je suis habitant de France, de l'Auvergne. On va me donner une prime parce que je suis près du volcan, un tel qui peut se réhabiliter dans 1000 ans. Je suis à la Martinique. J'ai une insularité. J'ai donc la mer qui est venue. J'ai l'étroitesse de mon territoire et j'ai un volcan qui peut péter plus rapidement. Donc, j'aurai ma prime à l'habitant majorée de tous ces risques. C'est ça qu'on appelle l'autonomie. C'est-à-dire qu'on va pouvoir à ce moment-là. Maintenant, la collecte des impôts. C'est facile de dire qu'on pourrait être autonome. Mais on est déjà autonome par l'octroi de mer. Qui peut me dire le contraire qu'on n'est pas autonome par l'octroi de mer? Qui peut me dire aujourd'hui à la Martinique décemment, puisque nous sommes les seuls à avoir ce privilège, ou ce monstre qui est l'octroi de mer, quel pays, quelle région française a l'octroi de mer? Ça veut dire que nous sommes autonomes, puisque nous arrivons à prendre sur les produits importés de l'argent, on en fait ce qu'on veut après, que ce soit distribué en salaire aux collectivités publiques, je n'ai rien à dire, puisqu'on fait du social pour pouvoir faire fonctionner l'importation, peu importe, mais on est autonome. Si je dis ça, est-ce que j'ai dit une hérésie? Non, je n'ai pas dit une hérésie. On a un pouvoir fiscal. Par contre, M. Macron a rayé les autonomies lorsqu'il a enlevé la taxe d'habitation. Pour pouvoir dire, ça c'est du populisme. M. Macron a fait du populisme lorsqu'il a enlevé la taxe d'habitation. Parce que les gens ont voté, on n'aura plus de taxe d'habitation à voter pour lui. Il les reprend autrement, peu importe, mais c'était surtout ce qui donnait aussi un levier aux communes. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne dis pas de bêtises. Donc, quand M. Macron a fait ça, il a fait de la centralisation au lieu de laisser l'autonomie qui régnait déjà sur la taxe d'habitation. Alors, vous ne voulez pas appeler ça l'autonomie, on va dire l'indépendance qui restait sur la taxe d'habitation, on va dire la possibilité, ça vous va? Simplement de faire. Eh bien, je dis jour, je peux dire à M. Letchimy ou à n'importe qui, mais nous sommes déjà autonomes, puisque nous avons l'octroi de mer. Ce qui est vrai. Vous êtes un magicien, vous jouez avec les mots magnifiquement. Nous avons la SARA, qui est une forme d'autonomie. Alors, je n'ai pas encore. Nous avons la centrale de Bellefontaine, alors que les autres ont de l'énergie nucléaire en France. Donc, nous avons une autonomie puisque nous ne fonctionnons pas à l'énergie nucléaire. Donc, ça veut dire qu'on peut toujours trouver tous les mots. Néanmoins, M. Letchimy n'a pas tort, mais là où il a tort, c'est que dans le contexte actuel, il n'aura pas la réforme qu'il attend parce que la situation en France est trop difficile. Et que deuxièmement, je pense que pour faire passer une telle réforme, c'est beaucoup plus facile, contrairement à ce que vous dites, de la faire passer pour un ensemble que pour un petit pays. Pourquoi? Parce que je vous le répète, les gens qui ont signé ont le mot régionaliste, c'est-à-dire ils ont un mot de fierté. C'est très simple. Est-ce que Marseillais, vous connaissez le football un petit peu, M. Larouché?
est-ce que l'Olympique de Marseille est la même chose que le PSG? Vous voyez bien que ce n'est pas possible. Et par conséquent, ça veut dire qu'il y a des fiertés locales qui peuvent se faire résumer sous une forme d'autonomie locale sans renier le pacte républicain. Vous êtes étonné, mon discours est déjà rodé Mon discours est déjà rodé. Mon discours est déjà rodé, donc je n'ai pas de problème. Je vais vous dire mieux. Je suis toujours content de m'auto-flatter, je suis bien mon ego. Vous savez, le premier, c'est le seul qui me dit ça d'ailleurs, c'est le premier, le seul que je salue à la télévision, c'est Yann Monplaisir, parce que mon idée de candidature date de 2002. Elle prend du temps à émerger, peut-être que je n'aurai rien sur les 500 signatures, mais j'ai eu au moins une signature, faut-il qu'il soit représenté et qu'il soit réélu. Alors, le premier qui s'est levé quand j'avais fait une petite réunion en 2022 et que j'ai proposé l'idée à la suite du fait que l'UDI, Mouvement National, n'est pas présenté Borloo en 2017 ni Lagarde, c'est-à-dire qu'on a laissé un pan du centre droit où, grosso modo, l'UDEM et l'UDI se situaient. Le premier qui s'est levé, qui a dit « Philippe a raison » et je lui donnerai mon parrainage, il l'a dit parce que c'est une bonne idée pour montrer qu'on n'est pas à 7000 km, qu'on fait partie de la nation française, mais deuxièmement parce que Philippe, je lui fais confiance, il a la capacité de pouvoir exprimer ce besoin sur un plateau national. Et je le remercie, personne à part lui, et puis moi maintenant, me dit que je suis capable. Combien de signatures vous avez actuellement avec un signatures? J'ai une vingtaine de propositions de parrainage, une vingtaine, c'est tout. Mais j'ai fait un travail de fond et j'essaie de partir au Congrès des maires, là, en novembre 2025, pour pouvoir avoir une conférence de presse nationale avec un prestataire là-bas qui connaît les médias, qui m'a assuré qu'il me ferait avoir des médias nationaux. Parce que mon histoire commence quand même à être crédible. C'est-à-dire de bouche à oreille, en France, on se dit, pourquoi pas son idée? Parce qu'il y a des mouvements dont je vous ai cité, Territoire République, Utile. Je suis sûr qu'ils avaient la même réflexion, mais que je suis passé un petit peu devant. Je pense qu'Olivier Servat, le député de Guadeloupe, avec le mouvement Utile, la LIOT, dont le groupe parlementaire s'appelle LIOT, le bras armé, entre guillemets, de la LIOT, une partie de la LIOT, parce que ce sont tous des indépendants, il y a le I d'indépendant, le bras armé de la LIOT s'appelle Utile. Et ils ont essayé de monter des sections utiles dans les départements pour chercher, ça j'en suis sûr, un parrainage pour un candidat de la LIOT. Et Olivier Servat, ça c'est moi qui l'ai dit, j'avais dit ça, je suis persuadé qu'Olivier Servat, dans sa tête, quand il avait dit « toi, tais-toi, ferme-la » au Parlement, vous savez, chacun il est déjà parlementaire, il a été réélu, il était macroniste, non macroniste, il se voit jouer un rôle, c'est tout à fait sain, parce qu'il fait partie d'un parti utile. Et comme je suis arrivé devant, moi tout petit, sans jeu de mots, en fait, moi comme monsieur, je suis sûr que quelque part, mon idée, qu'ils avaient vu, mais infusée par mon culot, et que demain, il y a des gens qui voudront récupérer avec plus de force que moi. Mais moi, j'ai pâti. Alors, dans mon affaire, j'ai fait 3 fois la France, j'ai fait une 50aine de départements, 2023, 2024, 2025. J'ai distribué ce dossier de parrainage, si on le voit, proposition de parrainage, qui est un dossier qui est bien fait. Bon, c'était à 500, 600 exemplaires. Il y a des photos aussi à l'intérieur du dossier. On me voit avec M. Lagarde, on me voit avec M. Borloo, on voit quand même que je salue, on me voit avec M. Letchimy. Et puis j'ai écrit un livre qui s'appelle « Sur les chemins buissonniers des 500 signatures », qui a une autre couverture, c'est-à-dire qu'il y a une couverture avec un drapeau bleu, blanc, rouge dans un espace océanique. Et puis j'ai lancé depuis très peu, une caricature sur les réseaux sociaux, qui n'a pas encore percé, mais ça perce. C'est-à-dire une caricature, je l'ai fait avec une personnalité martiniquaise qui a utilisé l'intelligence, c'est Lanoufort, qui sait utiliser l'intelligence artificielle pour avoir une caricature de M. Petit, pour montrer comment aller chercher ça en mode sans prétention, comique, mais en même temps, on fait passer des messages. Donc le premier message, c'était, messieurs les maires, les 500 parrainages, il m'a arrivé en pirogue sur un quai d'une rivière là-bas, mais depuis la Martinique. M'a arrivé, m'a fait ça en paix pour demander en parrainage. Alors, à la Martinique, j'ai environ une quinzaine d'élus. Alors, je vous dis les élus. Alors, les élus sont au nombre, en Martinique, seulement de 81. 81 personnes. Non, mais je vais vous dire, non, mais je vais vous le dire. Pourquoi je vais vous dire qui sont les 81 personnes. Pour vous dire le parrainage, il faut être maire, il faut être voilà. Général. Exactement. Alors, maire, il y en a environ 35 000.
Conseiller général, il y en a environ 4500. Conseillers régionaux et territoriaux comme à la Martinique, il y en a environ 2500. Et puis 1000 députés et sénateurs. Ça fait un total de 42 000 personnes en France sur 67 millions d'habitants qui peuvent vous donner une signature. C'est tout. À la Martinique, comme dans les autres départements, je vous ai expliqué au départ que le piège, on ne peut pas donner plus de 50 parrainages dans un département. À la Martinique, il y a 100 personnes qui peuvent donner un parrainage, moins 19. J'explique en direct à la télévision. Il y a 34 maires, plus 60 conseillers territoriaux, 51 plus 9 de l'exécutif, ça fait 60. Donc 34 plus 60, 94, plus 2 sénateurs, 96, plus 4 députés, ça fait 100. Vous retirez de ces 100, 19, j'ai compté, qui ont une double appartenance, c'est-à-dire sénateur, conseiller territorial, maire, conseiller territorial, député, conseiller territorial. Il y en a 19 qui ont un cumul de ces deux mandats ou de ces deux fonctions. Une personne qui vous parraine n'a droit qu'à un mandat. C'est-à-dire que si vous êtes député et conseiller territorial, vous devez choisir. Si vous êtes maire et conseiller territorial, vous choisissez. Vous ne parrainez qu'une personne et un seul mandat ne peut être utilisable. Donc quand vous avez 19 à la Martinique sur 100, il reste 81 personnes. Très honnêtement, si j'arrive à avoir 50, alors que je suis basé pratiquement au centre droit, on va dire centriste, si j'arrive à avoir 50 personnes sur 81, je suis un génie. C'est impossible. Je ne peux pas avoir la majorité des élus martiniquais. 50 sur 80, c'est énorme. Donc, j'en attends à peu près 25. Si j'en ai 25, je suis déjà un bel garçon. Aujourd'hui, je pense que j'en ai une quinzaine et je n'ai pas travaillé vraiment. J'attends simplement le moment où les choses vont monter au dernier moment, on va voir. Mais je ne peux pas. Si j'en fais 25 sur 80, vous vous rendez compte ? Je fais déjà plus du quart, je fais 30% des élus martiniquais qui soutiendraient ma démarche. C'est énorme. Moi, je trouve que c'est énorme. Et j'essaie en Guadeloupe de faire quelque chose et que l'ensemble puisse dire à un moment donné, les autres régions françaises, le maillage des territoires de ces petits partis régionaux comme ceux de la Martinique, il y en a dans les autres, c'est ceux que je vise, que ces partis régionaux disent, eh bien, nous cabal l'outre-mer en parle avec cette idée-là, puisqu'effectivement, ce sont ceux qui sont les plus loin, les plus méritants, et qu'ils se mettent à rechercher dans leur région la légitimité qu'aura obtenue M. Petit à cause de s'être déplacé ou par son livre, parce qu'il y aurait des choses sur les chemins buissonniers des 500 signatures, où il y aurait un certain nombre de choses écrites, notamment régionalistes, notamment le RMU. Je suis pour le rétablissement du service militaire, donc il y a une preuve d'autorité. Je suis pour un passage en 6e, si vous savez lire ou écrire. Si vous avez écrit papa et puis 4P, c'est pas la peine de passer en 6e. Ou bien si on vous met en 6e, c'est une 6e de consolidation, mais pas une 6e de voie de garage. Et c'est pour ça que je rattrape tout ça avec le service militaire, l'autorité, et que je vous fais des cours, si vous êtes au chômage, tout au long de votre vie, pour que vous sachiez lire et écrire à la fin de votre vie. Il ne peut pas ni des gens qui ont écrit papa encore et puis 4P. C'est pas possible. Même si on considère qu'avec le smartphone, c'est faisable. Non, il faut des règles. Aujourd'hui, là, oui. vous êtes partisan de la dissolution de l'Assemblée nationale, que le président nomme un nouveau Premier ministre, ou bien est-ce qu'il démissionne? Il aurait que démissionner. Alors, personnellement, je ne suis pas politologue. Et donc, je ne peux pas savoir, je dis simplement que c'est l'élection présidentielle qui, dans 1 an et demi, va redonner un nouveau souffle à la France. Pendant 1 an et demi, qu'on dissolve ou qu'on mette un nouveau Premier ministre, on va galérer. Parce qu'on est déjà dans la pré-campagne. On va galérer. Maintenant, dans l'absolu, il a déjà dit, il y a un problème de temps, c'est le budget. Si vous faites une dissolution actuelle par rapport au budget, vous ne votez pas le budget de la France. C'est simple. Vous ne pouvez pas le voter, vous serez en période d'élection. Le temps qu'on s'y retrouve, qu'on nomme un ministre, le mois de décembre est déjà arrivé. Parce qu'on est déjà en septembre, le temps de faire des élections octobre, novembre, décembre, de mettre en route le Parlement le mois de décembre. Donc ça serait imprudent, selon moi, dans le budget actuel, au moment où on le vote, de changer la composition du Parlement. Donc s'il y a une dissolution, ça serait d'abord... Ou bien, si le 3e Premier ministre se casse la gueule,
dans les 2 mois qui suivent, si on nomme. Donc je suis pour dire qu'il va, à mon avis, il va nommer un Premier ministre. Si le troisième n'arrive pas à faire un budget, il y a une possibilité de passer par ordonnance. Ça existe. C'est-à-dire qu'on fait un budget par ordonnance. C'est la loi, je ne sais pas les articles de la Constitution, mais ça se fait. On peut faire un budget par ordonnance pour tenir jusqu'à la fin de l'année. Puis là, il sera obligé de dissoudre. Par exemple, si le troisième Premier ministre ne faisait pas la chose. Mais s'il y a dissolution, à mon avis, elle n'arrivera pas maintenant, elle arrivera en début d'année, si elle doit arriver. Et avant, on pourra faire par ordonnance, si le troisième Premier ministre, il n'en trouve pas, parce qu'il peut ne pas en trouver aussi, ou bien si le troisième Premier ministre est indigent, c'est-à-dire on s'aperçoit tout de suite qu'il ne peut pas faire voter le budget. Donc je pense qu'on peut risquer de passer par ordonnance pendant un moment et d'avoir une dissolution en début d'année. Ce qui explique, je profite, puisque je suis dans le temps imparti, que mon mouvement qui doit se positionner pour les municipales ne sait pas s'il n'y aura pas des législatives au même moment que les municipales ou 2 mois avant. Et moi, je serai forcément, en tant que chef de parti qui s'est déjà présenté dans le Sud, je ne peux pas ne pas être candidat aux législatives dans le Sud s'il y avait une dissolution. Et ça me gêne, parce que comme je demande à mes pairs, les maires, enfin mes pairs, à ceux qui donnent des signatures, je prétends que je veux être candidat. Donc j'estime qu'il faut leur montrer qu'effectivement on s'engage. J'aurais dû, quelles que soient les chances de réussite, m'engager dans un combat municipal, mais je ne m'engagerai pas si effectivement il y a un combat législatif qui est concomitant du combat municipal. On ne peut pas tout faire. Par contre, je suis obligé de m'engager à titre personnel, puisque je représente l'UDEM quelque part en étant le président. Et mes membres seront sur différentes listes, puisque je n'ai pas encore de membre éminent qui prétend être tête de liste pour les municipales. Et puis, on va se contenter du Sud, où on a l'habitude d'aller. On ne va pas aller pour le moment avec des formations qui pourraient être proches de la nôtre sur la notion de fédéralisme, leur mettre des bâtons dans les roues. D'autant plus, alors je vais vous donner un exemple. C'est tout bête. Qu'on soit pour ou contre lui. Il y a un député qui m'a donné son parrainage, Giovanni William. J'ai sollicité, à un moment donné, il me l'a envoyé spontanément. Je suis logique. Je ne sais pas exactement le travail parlementaire qu'il fait, mais je sais qu'il n'est pas indépendantiste. Ça, j'en suis sûr. Donc, est-ce que l'UDEM aurait un intérêt à aller mettre un bâton dans les roues en mettant un candidat sur le centre, puisque ça s'appelle le centre atlantique, sur les 5 communes qui forment l'endroit, sa circonscription? Par exemple, s'il y avait une dissolution, non. Donc, on irait au sud. Est-ce que j'ai intérêt à aller envoyer un candidat à Fort-de-France alors que M. Letchim me reçoit et qui me fait des parrainages pour pouvoir soutenir ma démarche de fédéralisme ou de régionalisme? Non. Donc, vous voyez comment je fonctionne. Mais par contre, on est déjà sur le Sud, on est logique, même s'il y a des maires du Sud qui vont voter contre moi tout en me donnant le parrainage, ce n'est pas une élection municipale où je leur mets un candidat de l'UDEM alors qu'il m'a donné un parrainage. C'est subtil, la politique. C'est de la stratégie, c'est aussi de la réflexion, c'est un minimum de correction. Donc, tout ça pour vous dire que moi, je suis prêt, dans tous les cas de figure, s'il y a dissolution, à poser ma candidature dans le Sud, ça ne me pose pas de problème. Mais que je pense que cette dissolution n'est pas opportune en ce moment par rapport au budget qui ne peut pas, qui doit être voté et qui serait dans un signe d'instabilité en ce moment précis. Je n'ai pas très compris pourquoi vous ne présentez pas au municipal parce que vous allez aux législatives. Ce n'est pas incompatible. Alors, ça veut dire, si ça a 2 mois d'intervalle, il faut avoir la ressource physique, il faut avoir l'énergie. C'est l'atout d'être maire, comme vous avez dit. Je vais être président de la République. Macron n'a même pas eu besoin d'être ni maire ni élu. Non, je viens de vous dire que je vais me présenter aux législatives dans le Sud, si elles se font. Mais si elles tombent à peu près au même moment que les municipales, j'avais envie à un moment donné d'être maire par rapport à mettre une commune en marche, entre guillemets, sur une certaine idée géographique de la commune, qui a plus ou moins été mal configurée. Je ne vais pas rentrer, je ne suis pas en campagne municipale pour le moment. Et malheureusement, depuis un certain nombre d'années, la gabégie de cette commune s'est poursuivie. Peu importe, moi bien puis tout le monde, Ducos, où je vais, si je devais me présenter, c'est à Ducos. Je n'ai pas de problème avec les personnes, Manté bien, et puis M. Douguet,
M'entendez bien, M. Silla, m'entendez bien, M. Mansé, m'en bien, et puis Mme Nella qui est là. Aurélie. Je n'ai pas de problème avec elle. Mais je regarde sur ce que peut être une commune et ce qu'elle peut devenir quand elle fait 18 000 habitants, qu'elle est à la périphérie de Fort-de-France et qu'elle n'est pas bien disséquée. On ne tire pas de son potentiel tout ce qu'on pourrait faire pour le bien-être des gens, selon ma conception. Maintenant, il faut hiérarchiser vos priorités. Aujourd'hui, je me suis lancé depuis 3 ans dans une campagne présidentielle. Arrivent par malheur les législatives sur ma route en 2024, dissolution. J'y vais, je fais un score de 10% dans le Sud. Je ne m'attendais pas à ça, parce que d'habitude, je fais 2,5, 3, 4%. Ça m'est arrivé de faire 5%. Je fais 10%. Donc, je me suis dit, Philippe, effectivement, il y a une percée due à l'idée que dans la tête des Martiniquais, c'est bien de présenter un candidat à la présidentielle, et il te donne grâce de cette idée parce qu'il pense aussi que tu es pas trop couillon pour aller sur un plateau télévisé, pouvoir disséquer un certain nombre de phénomènes sociétaux de la Martinique, sociétaux de la France, un certain nombre de problèmes économiques, culturels. Entre parenthèses, je tiens à le dire, nous avons fait notre rentrée politique en France le 21 et 22 mars 2025 et nous l'avons fait sous l'égide culturelle de Glissant. Il y avait un universitaire de là-bas qui est venu parler de Glissant pour montrer que la racine rhizome, la racine qui fait des racines avec des tiges, c'est ce qui était la poétique de la relation. Donc on pouvait avoir différents peuples composant le peuple français, c'est-à-dire le peuple slave, le peuple martiniquais font partie du peuple français, puisque nous avons même drapeau à bleu, blanc, rouge. Donc nous avons des peuples qui sont unis par une racine rhizome, la politique du tout monde. Oui, je suis à l'aise sur les plateaux télévisés, je n'ai pas de problème. L'agriculture au moins, Césaire, mais aussi Glissant. Chamoiseau, M. Chamoiseau est très bien avec moi, aussi, mais il était aux États-Unis à ce moment-là, et ce n'est pas lui qui est venu faire le décryptage de la pensée de Glissant. J'ai pu trouver un universitaire de Lille qui connaissait bien Glissant et qui a bien voulu nous faire l'honneur de venir. Bon, donc quand je suis déjà allé à Mazerolles présenter ma candidature au présidentiel, je ne m'attendais pas, disons que j'étais sur ma lancée des législatives dont je n'attendais pas la dissolution. Quelqu'un m'a fait remarquer lorsque j'ai été interviewé sur un plateau qu'il y avait aussi les municipales. Donc dans ma tête, je me suis dit, Philippe, tu seras peut-être obligé de te présenter à Lucos. Sans avoir... je suis sur ma lancée présidentielle. Sans me dire que tu seras obligé ou pas, tu ne sais pas. Arrive que maintenant, vous venez de me poser la question de la dissolution. Ça fait beaucoup de choses. Donc, je vais d'abord examiner, puisque je suis dans ma logique du Parlement, je voudrais moins de parlementaires d'ailleurs si j'étais président, me présenter s'il y a dissolution aux législatives du Sud. Si elles arrivent de manière concomitante avec les municipales, il faut avoir l'énergie. Il faut avoir l'envie de sortir d'une campagne. Il faut avoir les finances. C'est moi qui ai fait Tiba et moi, mon savent qui m'a dit café. Si j'arrive à faire ça, c'est que je suis assez intelligent pour gérer les finances du mouvement. Je ne cache pas que j'ai été associé à un mouvement national. Que ces mouvements nationaux, je leur ai rendu des services en ayant des candidats ici. Donc nous avons un partenariat qui m'a permis d'avoir, tout ça étant réglementé, hein, un minimum de financement. C'est pas pour c'est pas mon voyage en première classe. Hein. On est d'accord, je laisse ça pour d'autres qui ont des moyens peut-être illicites et qui ont pignon sur rue, qui ont même pignon dans les très grandes télévisions, qui a fait la révolution, moi pas fort comme ça. Mais moi, je sais que j'irai jusqu'au bout de ma candidature et je remercie toujours les télévisions qui m'accueillent pour expliquer pourquoi un Martiniquais a le droit de se présenter, a les capacités cognitives de se présenter, même s'il y a beaucoup plus intelligent que moi à la Martinique, mais au-dessus, la volonté, ou peut-être ce qu'on appelle en espagnol les corones, d'aller jusqu'au bout. Voilà, c'est la fin de notre interview. Est-ce que vous voulez dire une dernière chose en quelques secondes? Merci à KMT qui fait partie lors de la décentralisation du bouquet de 1980 quand il y a eu les radios libres qui montrent bien qu'il peut y avoir à chaque présidentielle une nouvelle liberté constitutionnelle et j'espère qu'à la prochaine présidentielle il y aura les thèmes que nous exposons et si je peux moi-même, je parle de la liberté à travers le fédéralisme ou à travers une constitution régionalisée et si je peux moi-même être l'ambassadeur de cette chose et en même temps entraîner KMT avec moi dans le grand débat national, je serais ravi parce que M. Larouché le mérite. Merci beaucoup. C'est moi. Je ne sais pas si c'est sincère.
C'est sincère. C'est sincère, monsieur Larocher, mais comme vous pensez que les politiques ne sont pas sincères, Ouais, c'est pas là. Vous faites des procès d'intention. J'ai jamais pensé que les politiques ne sont pas sincères. Il y en a qui sont très sincères. Et je trouve que c'est un sacré boulot de faire de la politique. Vraiment, c'est admirable. Tout à fait. Quand on fait ça sérieusement, c'est vraiment bon. Merci beaucoup. Nous avons eu le plaisir de converser devant vous pendant plus d'une heure avec Philippe Petit, qui est président de l'Union des démocrates et des démocrates et écologistes de Martinique. Et écologistes, c'est pas seulement qu'un E à UDEM. Il ne pas faire UD, E-E-L. Et écologistes. C'est pour ça que je n'arrive pas à dire des écologistes de la Martinique, l'UDEM. Merci beaucoup. Merci de votre présence, merci de votre visite. Et puis, je ne dis pas le mot qu'il faudrait, donc je dis bonne chance pour votre. On croise les doigts. Projet. Merci beaucoup. Merci, monsieur Larocher, merci KMD.